Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cet atelier consacré au plastique. Alors vous le savez, les plastiques dans les années 60-70, tout le monde disait que c'était fantastique. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a changé de paradigme. On s'est rendu compte à quel point ces matières étaient à l'origine d'une pollution généralisée avec des effets sur la santé qu'on peine encore aujourd'hui à mesurer dans leur intégralité. Alors comment peut-on réduire notre dépendance au plastique? Comment peut-on réduire l'utilisation, comment peut-on le remplacer, voire le réutiliser ou mieux le recycler lorsque définitivement on ne peut pas le remplacer. Autant de questions auxquelles nous allons essayer de vous apporter des éléments de réponse durant la discussion qui va suivre. Mais pour l'heure, pour planter le décor, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Samuel Juste. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Monsieur Juste, vous êtes chef du bureau de la prévention des déchets et de la lutte contre le gaspillage au ministère en charge de l'environnement. Est-ce que vous pouvez, pour nous planter le décor, comme je le disais à l'instant, nous rappeler quelle est l'ampleur de la pollution plastique ? La pollution plastique, c'est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer de nos jours, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous parle de continent de plastique ou de présence de plastique au sommet de l'Everest. Pour se donner une petite idée, la production de plastique en 1950, elle était de l'ordre de 1,5 million de tonnes. Elle est désormais de l'ordre de 367 millions de tonnes à l'échelle mondiale, et l'Union européenne contribue à peu près à 15% de cette production. 40% de ces plastiques vont être utilisés notamment dans les emballages à usage unique, dans les emballages de manière plus générale, 20% dans le secteur de la construction, 10% dans le secteur de l'automobile. On va vraiment les retrouver partout. 750 pièces automobiles sont en plastique, 30 à 50% des téléphones portables sont composés de plastique. C'est un phénomène qui est omniprésent. La France a d'ailleurs une part de responsabilité dans cette surconsommation de plastique, puisqu'aujourd'hui, un Français va consommer en moyenne 70 kg de plastique par an, ce qui est à peu près dans la moyenne européenne, alors qu'un habitant de l'Inde ou de l'Afrique va consommer 20 fois moins de plastique. Alors, juste vous dites surconsommation, parce qu'en même temps, quand vous évoquez le fait qu'il y a des pièces plastiques, par exemple dans les automobiles, elles ne sont pas là pour rien. Donc au final, elles ont une utilité malgré tout. L'idée, c'est quoi? C'est de les remplacer tout azimut, ou de, on va dire, orienter notre action spécifiquement là où effectivement le plastique n'est pas indispensable. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en France, seulement un tiers des plastiques que nous allons collecter vont être collectés pour le recyclage. Ce qui veut dire que dans les 710 millions de tonnes de plastique qu'on retrouve abandonnées dans le milieu naturel, notamment au fond de l'océan, ce qui fait à peu près 10 millions de tonnes par an, il y a une part de plastique qui provient de la France. Et la Commission européenne estime qu'environ 500 000 tonnes de plastique chaque année, provenant de l'Union européenne, finit dans le milieu naturel. Donc il y a une action à mener, et on voit bien par exemple que pour les emballages ménagers, aujourd'hui en France seulement, pour les emballages ménagers, pour les emballages, on voit que seulement 21% des emballages français sont aujourd'hui recyclés, alors que 40% de ces emballages en plastique vont être recyclés au sein de l'Union européenne. Donc la France a une part de responsabilité, exactement, dans cette pollution. Et c'est une pollution qui est quand même redocumentée depuis assez longtemps, puisque l'Ifremer estime qu'environ 700 espèces 700 espèces marines vont être impactées par la pollution plastique, que 94% des oiseaux qu'on va retrouver dans la mer du Nord ont du plastique dans leurs estomacs. Cela va être la même chose pour les tortues qu'on retrouve en Méditerranée, où une tortue sur deux a du plastique. Donc c'est quelque chose la présence de plastique est relativement claire, et son origine terrestre ne fait nul doute. La difficulté qui se pose aussi maintenant, c'est de connaître l'incidence du plastique quand il se dégrade dans l'environnement, puisque ces plastiques contiennent des additifs, et cet impact de l'additif sur l'environnement naturel n'est aujourd'hui peu documenté et peu connu. Et il y a un autre point encore qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est l'intérêt du recyclage du plastique. Il est aussi important dans ce climat de crise énergétique et crise climatique, puisque produire 1 kg de bouteille en plastique nécessite 2 kg de pétrole brut, et que recycler 1 tonne de plastique permet d'économiser de l'ordre à 1 à 2 millions de tonnes équivalent CO2. Recycler 1 tonne de plastique permet d'économiser 1 à 2 tonnes équivalent CO2. Alors vous évoquez beaucoup les déchets macro. Qu'est-ce qu'il en est des déchets micro, des microplastiques? Les déchets microplastiques, c'est un sujet en devenir qui est déjà commencé à être abordé dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Nous avons déjà fixé un certain nombre de jalons en termes d'interdiction
de microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits, mais c'est un sujet qui doit être traité au niveau communautaire où l'Agence européenne des produits chimiques a fait des propositions de restriction pour certaines catégories de produits qui, par essence, relarguent ces microplastiques dans l'environnement naturel. Mais c'est un sujet qui est quelque part extrêmement vaste, puisqu'il y a aussi des problématiques autres que celles des microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits. Il y a aussi simplement des problèmes de perte de microplastiques liés à l'usage des produits. Je pense par exemple à l'abrasion des pneumatiques ou encore au simple fait de laver des textiles en matière synthétique qui relarguent des microplastiques dans l'environnement naturel. Et c'est un sujet d'encore plus grande ampleur à laquelle il faut s'attacher. Donc si je vous suis bien, problématique de pollution plastique au niveau macro, donc effectivement les macro-déchets, pollution avec les microplastiques, et puis finalement la dégradation, le pont entre les deux, c'est le macro-déchet qui devient des micros du fait de la dégradation dans le milieu naturel. Alors, vous disiez effectivement au niveau des microplastiques, on sent bien effectivement qu'on en est au début, on prend conscience effectivement de la problématique, on commence à s'en occuper. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des déchets macro? Quelles sont les échéances auxquelles on doit s'adapter désormais lorsqu'on est utilisateur, lorsqu'on est metteur sur le marché? Quelles sont les échéances qui nous permettront quelque part de juguler ce recours au plastique? Alors, le problème des macro-déchets plastiques est un problème qui est identifié déjà depuis quelques années, puisque les premières interdictions de produits en plastique à usage unique datent de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 ou la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui ont fixé des interdictions sur l'usage de certains sacs plastiques à usage unique ou encore de verres, de gobelets ou d'assiettes en plastique, mais également de coton-tige. Depuis sous le précédent quinquennat, le cadre réglementaire applicable à l'usage du plastique s'est fortement accéléré et en fixant, où on voit bien qu'il y avait une volonté à la fois du gouvernement mais du Parlement d'être, extrêmement exigeant vis-à-vis du plastique, en fixant des objectifs assez ambitieux. Et ne serait-ce qu'un point de vue du cadre réglementaire, on peut citer la loi Egalim, le pacte national sur les emballages plastiques, ou donc la loi anti-gaspillage, qui ont fixé un certain nombre de jalons à venir. Je pense par exemple, le plus ambitieux, c'est de mettre fin aux emballages plastiques à usage unique en 2040, ou de tendre vers 100% de recyclage du plastique en 2025. Et donc ces lois vont fixer un certain nombre d'interdictions de produits en plastique. Je pense par exemple à l'interdiction de mettre à disposition des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public ou dans les locaux professionnels, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus avoir une bouteille en plastique dans vos salles de réunion, par exemple. Ou encore le fait d'interdire d'exposer à la vente les fruits et légumes dans des emballages plastiques. Ou une autre disposition qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023, c'est le fait d'être obligé de servir des repas dans de la vaisselle réemployable dans le secteur de la restauration. Donc ça, ce sont des mesures qui viennent du fameux décret 3R, la stratégie 3R, en fait, vous pourrez peut-être nous la détailler un petit peu? Alors, ce sont des mesures qui font partie du corpus législatif et réglementaire, et justement, nous avons cette stratégie 3R qui vient faire un rôle d'ensemblier de toutes ces dispositions, parce qu'on voit bien que ce n'est pas simplement avec des dispositions d'interdiction que nous allons réussir à atteindre ces objectifs. 3R, rappelez-nous, réduire. Réduction, réemploi et recyclage. Donc c'est bien viser les trois leviers les plus moteurs pour réduire ces plastiques et atteindre cet objectif de mettre fin au plastique à usage unique en 2040. Alors les échéances, vous nous en aviez donné quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui que vous pouvez encore nous repréciser? Oui, puisque le décret 3R, en fait, c'est une mécanique de prise de rendez-vous tous les 5 ans. Et donc, le décret 3R va définir des objectifs et la trajectoire pour atteindre les objectifs de la loi. Et donc, on a un premier décret pour la période 2021-2025 qui a été publié en avril 2022, qui va déjà fixer 3 premiers objectifs, de réduire la part d'emballages en plastique à usage unique de 20% d'ici 2025. Ces 20% devront être atteints en partie grâce au réemploi en fait, de ces emballages. On a aussi pour objectif de mettre fin aux emballages plastiques à usage unique qui sont inutiles d'ici fin 2025. Et enfin, de tendre vers 100% d'emballages plastiques recyclés en 2025, ce qui veut dire que 100% des emballages devront être recyclables à cette période-là. En parallèle de ces objectifs du décret 3R, on a un début de déclinaison qui s'est amorcé au travers d'un autre décret qui fixe à 10% la proportion d'emballages réemployables devant être mis sur le marché par les producteurs d'ici 2027. Donc la stratégie 3R, il faut bien voir ça comme
comme une feuille de route qui va définir 10 axes et 59 actions, qui est pilotée alors à la fois par l'État, par l'Observatoire du réemploi de l'ADEME, mais aussi par les opérateurs économiques, notamment par les éco-organismes. Et le but du jeu, c'est bien que tout l'écosystème se mette en branle pour atteindre ces objectifs, parce qu'il n'y aura pas de solution unique pour atteindre ces objectifs. Elles devront être déclinées par secteur d'activité, et il est indispensable que ces secteurs d'activité se saisissent du sujet et établissent leur propre feuille de route sectorielle. Alors on va voir effectivement tout à l'heure lors des discussions avec les intervenants qui vont nous rejoindre ici du monde de l'industrie, mais également des organisations publiques, avec l'ADEME notamment, comment est-ce qu'effectivement tout cet écosystème s'empare de ces problématiques. Qu'en est-il du ministère? Comment lui s'organise-t-il justement pour faire face à ce problème du plastique? Alors le ministère s'est réorganisé récemment justement pour avoir une vision plus centralisée, plus systémique des politiques publiques relatives au plastique. Ainsi, les sujets plastiques sont désormais concentrés au sein de la Direction générale de la prévention des risques, donc la DGPR, au sein de la sous-direction déchets et économie circulaire. Donc cette sous-direction, c'est la sous-direction qui suit par exemple la REP des emballages ménagers, donc la future REP sur les emballages des cafés, hôtels, restaurants, ou encore des emballages industriels et commerciaux, mais c'est aussi cette sous-direction qui va suivre les questions d'interdiction plastique, mais aussi, par exemple, de la Convention de Bâle et des interdictions d'exportation de certains plastiques non triés. Et donc, désormais, au sein de cette sous-direction, a été créé un bureau de la prévention des déchets et de la lutte contre le gaspillage qui va piloter... Dont vous occupez la direction. Exactement. Qui va s'occuper, du coup, du pilotage de la stratégie 3R pour l'État, mais également des négociations européennes et internationales sur le plastique, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en début d'année, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une décision de mettre en place un accord international juridiquement contraignant sur le plastique d'ici fin 2024. Vous pouvez être à peu près assuré que la France, dans le cadre de ces négociations, portera une position ambitieuse au sein de l'Union européenne pour avoir un traité ambitieux qui traitera nécessairement de cette question de la pollution plastique. C'est même son premier objectif. Samuel, je vous remercie effectivement de nous avoir éclairé sur cette question du plastique, sur votre propos liminaire. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons tout de suite accueillir les intervenants donc, à la discussion. Samuel juste en faisait référence, donc les acteurs de l'écosystème qui gravitent autour du plastique, les recycleurs, les metteurs sur le marché, les utilisateurs et puis également l'ADEME, vous allez le voir. Donc pour cela, je remercie Thierry Charles qui est directeur des affaires publiques et compliance de Polivia, syndicat professionnel de la filière plasturgie et composite, à me rejoindre, accompagné par David Etienne, directeur général division plastique chez Paprec Recyclage, Raphaël Guestavi, qui est directeur adjoint de la direction économique à l'ADEME, et enfin Esther Kalonji, déléguée générale du SNRC, le syndicat national de la restauration collective, qui vont nous rejoindre tout de suite. Et je remercie Monsieur Juste. Voilà, nos intervenants nous rejoignent. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez nous adresser, je vous invite même à nous adresser vos questions, vos remarques, vos commentaires, juste à côté de la fenêtre de visualisation sur laquelle vous me voyez en ce moment. Vous pouvez effectivement nous communiquer avec nous, malgré le fait que ces assises des déchets aient été organisées aujourd'hui en digital. Alors merci à vous tous et toutes de me rejoindre. Pour commencer cette discussion, peut-être revenir sur le titre de cet atelier, se désintoxiquer des plastiques. L'allusion, elle est forte, puisque quand on parle de se faire désintoxiquer, on parle de drogue, effectivement, on parle carrément du fait d'être aliéné. Alors Thierry Charles, vous qui représentez les professionnels de la filière plasturgie, qu'est-ce que vous inspire ce titre? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop quand même? Est-ce qu'on ne fait pas du plastic bashing? Alors exactement, si vous voulez, je pense qu'il y a une forme de provocation qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé un bouc émissaire. Et vous savez, quand on trouve un bouc émissaire, moi j'ai un peu le sentiment que les autres acteurs se disent
voilà, on a trouvé le bouc émissaire, donc je ne suis plus responsable de rien et je ne m'occupe plus de rien. Donc, si vous voulez, effectivement, ce titre est une provocation pour nos transformateurs qui, certes, ont une responsabilité, mais ne sont pas les seuls dans cette politique qui doit être menée autour de l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'autres acteurs et le fait de stigmatiser une profession dessert la cause et dessert même les enjeux de cette cause. Et de ce point de vue-là, effectivement, on considère que c'est un peu dommage de faire ce plastic bashing, d'autant que d'autres aujourd'hui s'en servent, et notamment les politiques qui aujourd'hui un peu facilement, vous savez qu'aujourd'hui un homme politique est sur les réseaux sociaux, eh bien on a le sentiment que parfois on joue un peu sur cette stigmatisation d'une profession, histoire d'afficher un peu de greenwashing pour un député, pour un parlementaire, voire même un membre de l'exécutif. Voilà. Pour autant, Samuel Just nous le rappelait tout à l'heure, la pollution plastique, elle est réelle, hein, elle est indiscutable. Aujourd'hui, comment est-ce que les entreprises que vous représentez s'emparent au niveau de leur responsabilité, de cette problématique? Exactement. Attention, dans mon propos est très clair. Il ne s'agit pas de dire que les transformateurs n'ont pas une part de responsabilité. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ils font partie d'un ensemble. Aujourd'hui, nos industriels, globalement, c'est des PME à peu près d'une quarantaine de personnes qui ont à faire en sorte de trouver leur rôle entre des fournisseurs de matières, plutôt des grands fournisseurs, Total, Sabic, etc., ou d'énergie, et puis des grands donneurs d'ordre. Donc vous comprenez bien que si on ne raisonne pas filière, ça va être compliqué. Donc on a pris nos responsabilités, et il se trouve qu'avec la création de Polyvia, qui est l'Union des transformateurs de polymères, on a travaillé pendant 1 an sur un livre blanc, où clairement on a affiché des objectifs et des engagements sur lesquels on sera attendu, et on le sait. Et de ce point de vue-là, ce livre blanc s'est orienté autour de 2 axes. Le premier axe, ça tombe bien, c'est la décarbonation, parce qu'on considère que la plasturgie, et notamment la plasturgie française, est une arme de réduction massive de l'empreinte carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en France que ça se passe. Et on ne va pas exporter, on ne va pas importer des choses qui viennent de certains pays où évidemment le bilan carbone est beaucoup plus conséquent. Et puis c'est un enjeu de souveraineté, puisque de ce point de vue-là, effectivement, on a beaucoup parlé de retour de la souveraineté autour de la crise Covid. Et bien c'est important. Et le deuxième axe, eh bien c'est complètement, c'est notre sujet. Il tourne autour du développement durable et de l'économie circulaire, et notamment l'engagement qui est pris à la fois par la profession et le gouvernement d'intégrer plus de 2 millions de matériaux plastiques d'ici 2025 dans nos produits. Vous savez que l'Europe a fixé le cap avec 10 millions. Eh bien, la profession doit s'engager de ce point de vue-là, et c'est l'engagement qu'on a pris dans ce livre blanc. Alors Samuel Just a rappelé tout à l'heure toutes les échéances effectivement qui se présentaient à nous. On a vu effectivement les séquences de réduction, donc comment est-ce qu'on peut éliminer le plastique, comment est-ce qu'on peut le remplacer, comment est-ce qu'on peut le recycler. Le recycler, ça existe déjà aujourd'hui, on en fait du recyclage. Néanmoins, on a vu que les objectifs seraient de plus en plus ambitieux. Alors David Etienne, vous êtes directeur général de la division plastique chez Paprec Recyclage. Quels sont selon vous les enjeux, les principaux enjeux qui se font jour pour votre filière, la filière que vous représentez, c'est les acteurs du recyclage par rapport à ces échéances en matière de pollution plastique? Bonjour. Alors pour appuyer un peu le message de Polyvia, aujourd'hui le plastique c'est 50 millions de tonnes en Europe. 50 millions de tonnes, mais sur le marché, on peut effectivement tirer sur l'ambulance, on peut effectivement tirer sur cette victime, mais au bout du bout, il faudra qu'on fasse avec, il ne partira pas du jour au lendemain. Et le recyclage reste aujourd'hui la meilleure solution pour en réduire son impact carbone. Alors comment est-ce qu'on fait pour recycler plus et mieux? Alors aujourd'hui, à mes yeux, il y a 3 aspects. Le premier, qui est effectivement le soutien par l'aspect réglementaire. Alors, votre collègue en a parlé juste avant, en introduction. Ah, on n'est pas collègue. Pardon, excusez-moi, l'autre intervenant, pardon. On a parlé effectivement en introduction. Aujourd'hui, si on parle purement aspect réglementaire, il y a un axe qui nous semble fondamental. Recyclable ne veut pas dire recycler. Tout à fait. Et aujourd'hui, nombre de produits sont certes recyclables, mais pas spécialement recyclés, au sens où ils ne sont pas toujours collectables, pas toujours réintégrables en tant que tels. Dans ce sens-là, des obligations de réincorporation telles qu'elles ont été envisagées aujourd'hui, notamment sur la partie bouteilles et flacons, avec un objectif à 2025 à 25%, montrent leur efficacité. On a vu dernièrement, lors des derniers développements, que ce genre de directive, ce genre d'obligation est très efficace. Donc,
l'idée est de poursuivre dans ce sens. Alors, il y a des actions en cours sur la totalité des emballages, avec un objectif à 30% pour 2030. Sur l'automobile, c'est encore en gestation, mais on est en train de parler de 20% horizon 2040, si je ne m'abuse. C'est un vrai gros axe pour arriver à ce que la circularité soit réelle sur le plastique et qu'on puisse suivre effectivement le développement du plastique dans un environnement circulaire. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire créer des filières industrielles qui permettent de réincorporer le plastique, de réutiliser finalement la matière qu'on a collectée et qu'on a triée. Et malheureusement, l'obligation est un axe qui fera qu'on est bien obligé d'aller vers l'obligation pour arriver à ce que les matières soient effectivement réintégrées. Donc vous, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil. Tout à fait, bien sûr. Très bien. Et l'autre point, effectivement, c'est un travail qui est en cours et qui progresse, mais il y a un certain nombre de filières, de segments qui aujourd'hui contraignent l'intégration de recyclés. Ça peut être par exemple des applications autour du phyto, où aujourd'hui il n'y a pas d'intégration de recyclés. Par réglementation, vous avez aussi d'autres segments. Qu'est-ce que vous appelez les segments du phyto ? Par exemple, tout ce qui est transport de produits dangereux, par exemple, qui contraignent l'intégration de recyclés. Vous avez aussi des applications sur des détergents qui utilisent les mêmes contraintes ou les mêmes réglementations que le food, que l'alimentaire. Est-ce que tout ça, c'est bien des choses qu'on ne pourrait pas faire bouger un peu les lignes pour ouvrir le spectre d'utilisation des matières recyclées? Donc l'aspect réglementaire est vraiment un vrai support au développement du recyclage demain. Et là, c'est plutôt la norme que vous interrogez. Je parle de la norme. Le deuxième axe, au-delà de l'aspect réglementaire, c'est évidemment d'accompagner tout ça par un développement de la collecte. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire sur les REP. Vous avez, je crois, un atelier dédié aux REP. Mais effectivement, le développement des REP doit, conduire à une augmentation du taux de collecte, puisque si on en intègre plus, il faudra aussi qu'on en rentre plus de matière. Et effectivement, aujourd'hui, les taux de collecte restent basses. On est en France autour de 30% sur la totalité des plastiques. Je dis bien totalité des plastiques. Donc, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour développer la collecte. Les REP en sont une. Puis si on parle maintenant des emballages, évidemment, le développement du geste de tri par sa promotion, par les grandes marques, par les éco-organismes, c'est effectivement la clé aussi qui nous permettra de développer la mise à disposition de matières premières pour demain. Raphaël Guastavi, Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur tous les efforts qui sont faits pour essayer de dynamiser la collecte, pour essayer qu'on récupère le maximum de plastique et les envoyer vers la filière de recyclage? Alors, je ne vais pas reprendre exactement les mêmes arguments, mais je suis complètement d'accord. Il y a un grand rôle des metteurs sur le marché déjà, donc avec la multiplication des filières à responsabilité élargie aux producteurs, qui finalement dans tous leurs produits, dans toutes les catégories, intègrent du plastique. Donc les emballages fait la part belle quand même à ce sujet, notamment des produits à usage unique, en tout cas ceux qui ont une durée de vie très courte. Donc il y a un gros effort de ce point de vue. L'extension notamment des consignes de tri doit permettre de faciliter le geste de tri, donc d'augmenter le gisement collecté, parce que c'est vrai qu'avant de recycler, il faut d'abord collecter ces déchets plastiques. Puis après, il y a d'autres sujets, comme par exemple la collecte hors foyer. Quand vous consommez un emballage dans la rue, il faut pouvoir avoir aussi la possibilité de le trier, que ce soit dans un lieu public, une gare, une rue, d'avoir cette possibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. C'est aussi des sujets autour de la communication locale et nationale, pour bien faire comprendre qu'il est important de trier pour effectivement pouvoir recycler ces déchets plastiques et quelque part sortir justement du côté plastic bashing et pouvoir dire oui, trier sert à quelque chose, qui est encore un doute de la part de certains citoyens. Donc communication locale et nationale. Puis après, le rôle des collectivités locales aussi dans faciliter cette collecte séparée avec des dispositifs, je pense par exemple à la tarification incitative qui, en jouant sur quelque part la tarification auprès du citoyen en fonction de sa capacité à produire moins de déchets, mais aussi à mieux trier ses déchets, est un axe important et qui permet bien souvent d'augmenter les performances de collecte pour recyclage. Très bien, merci à vous pour cet éclairage. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne avec vous, Thierry Charles, sur la question de la réintégration. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Etienne, effectivement, recyclable, c'est bien. Quand c'est recyclé, c'est mieux. Aujourd'hui, vous qui représentez effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la filière donc plasturgie, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à la réincorporation des matières dans vos process? Alors, je vais être très, très simple là-dessus. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la crise que nous traversons, compte tenu des crises précédentes que nous avons connues autour de la matière vierge, le déchet plastique, c'est une richesse.
faut même d'ailleurs arrêter de parler de déchets. Aujourd'hui, les industriels ne parlent plus de déchets. Ils considèrent que ce sont des richesses. Pourquoi ce sont des richesses? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus autosuffisante depuis très longtemps du fait du manque d'investissement de la pétrochimie en Europe sur la matière vierge. Donc, la seule solution, c'est de collecter, effectivement, on l'a dit, et d'avoir une massification de cette richesse pour justement entraîner après les obligations légales. Parce que là, on est un peu on a fait un peu les choses dans le mauvais sens. On a fixé une règle avec des échéances relativement courtes, sans se préoccuper de savoir si on avait suffisamment de sourcing pour assurer justement ces obligations et rassurer surtout la filière qu'il faut bien s'engager dans cette voie. Ce qui n'était pas tout à fait clair. On va peut-être évoquer le recyclage chimique, qui était encore en balance jusqu'à un certain temps. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors effectivement, il n'y a pas le choix parce que le marché l'a décidé. Mais encore une fois, de façon très simple, il n'y aura pas suffisamment de matière vierge. Elle a un coût. Alors, même si elle baisse un peu en ce moment, elle a un coût exorbitant. On rajoute une crise énergie dessus qui surajoute à ce coût matière. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une solution et c'est la seule solution pour l'Europe, encore une fois. À condition, encore une fois, de donner de la visibilité à nos industriels, parce que la difficulté qu'ils ont avec ces obligations, c'est que vous avez des lois qui successivement reviennent ou détricotent ce qu'ils ont fixé préalablement. On avait un grand axe, c'était la loi AGEC. À l'occasion de la loi climat et résilience, on y est revenu dessus. À l'occasion de certaines lois de finances, on revient dessus par des amendements, etc. Donc c'est cette, on va dire, manque de cohésion au niveau réglementaire qui crée de l'incertitude et qui fait qu'aujourd'hui, alors que les enjeux sont relativement clairs, vous avez un doute parfois sur certains investisseurs de se lancer dans ce type d'opération. Encore une fois, quand on voit que des groupes comme Carbios, comme des groupes comme Total Energy, etc., investissent massivement sur le recyclage chimique, c'est bien qu'ils y croient et c'est bien qu'ils ont le sentiment que c'est la seule solution pour assurer la souveraineté d'approvisionnement de notre industrie. David Etienne, le propos effectivement de Thierry Charles concernant le renchérissement des matières, vous aussi vous y voyez un appel d'air pour votre filière des acteurs du recyclage? Alors oui, alors l'axe coût est effectivement un indicateur, la disponibilité en est un, évidemment. Et on l'a vu dernièrement, sur les 2 dernières années, effectivement, l'appétit a grandi de fait de la disponibilité des matières fossiles et aussi du fait des tendances de prix. Si je me permets de rajouter un petit axe aussi, je pense qu'il y a aussi un axe éco-conception sur lequel la filière aussi peut jouer. Ah bon, alors on va en parler tout à l'heure. Ah non, mais allez-y, mais effectivement, l'éco-conception est aussi un axe sur lequel les acteurs de Polyvia et les metteurs sur le marché doivent agir. À partir du moment où on aura des produits qui intégreront dès l'origine une capacité à être collectée, à être recyclée, et qui intègre dès le début du recyclé, la boucle sera bouclée et la circularité sera automatique. Aujourd'hui, de plus en plus, alors nous, en tant qu'acteurs, Paprec ou d'autres, on est capable d'évaluer avec vous la recyclabilité de tel ou tel produit, de travailler en amont. Cette collaboration de filière se met en place, vraiment, c'est très encourageant. Il y a encore beaucoup à faire, mais effectivement, l'éco-conception est vraiment un axe sur lequel on doit tous travailler et qui sera, je dirais, la solution à moyen, long terme. Alors Raphaël Guastelli, quels sont justement les leviers qu'on peut utiliser pour doper l'éco-conception? Alors, merci effectivement de cette introduction au sujet. C'est exactement ça. Il faut travailler sur le cycle de vie de nos produits, regarder ce qui est réellement utile par rapport à ce qui est inutile aussi. Certains plastiques, en tout cas certains produits plastiques, on peut considérer qu'ils peuvent disparaître parce qu'il y a une valeur ajoutée plus importante sur d'autres produits en plastique. Et l'approche cycle de vie, elle est très très importante. On doit déjà regarder en amont quelle matière on va pouvoir substituer au plastique conventionnel, on va dire. Regarder aussi si on ne peut pas avoir plutôt des produits en monomatériaux qui seront plus facilement recyclables derrière. C'est aussi des questions d'allègement, de poids de matière, parce qu'on parle de consommation de matière, on peut en consommer moins peut-être pour répondre aux mêmes besoins, et de pouvoir regarder aussi donc, quelles sont les matières les moins impactantes. Alors, parfois on parle aussi de matériaux biosourcés, par exemple, qui peuvent, dans certains cas, avoir moins d'impact que des plastiques pétrosourcés. Donc, alors, bien faire la distinction. Moi, je ne parle pas de bioplastique, de plastique pétrosourcé ou biosourcé.
D'ailleurs, ça peut être un mélange. Et puis, d'aller sur la phase d'usage pour avoir des produits plus durables, réemployables. Et enfin, à l'aval, s'assurer de la recyclabilité de ce qu'on a mis sur le marché. Alors merci pour cet éclairage sur l'éco-conception. Avant qu'on aborde la question de la réutilisation, et je donnerai évidemment la parole à ce moment-là à Esther Calongi qui représente, je vous rappelle, donc, les acteurs de la restauration, et notamment la restauration collective. Juste un point, effectivement, pour une technologie qui n'est pas un épiphénomène, c'est le recyclage chimique. Alors quel est le potentiel selon vous, Monsieur Charles ? Alors, je rebondis sur ce que je viens de vous dire. À partir du moment où on a un risque de goulot d'étranglement au niveau du sourcing des matières recyclées, il est bien évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que seul le recyclage chimique pourra assurer cette production suffisante. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous rappeler la différence entre recyclage chimique et recyclage mécanique très rapidement. Disons que le recyclage chimique, on revient à la matière, au monomère. Donc c'est pour ça qu'effectivement... On dépolymérise les molécules, les chaînes longues, pour refaire du monomère et réintroduire. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le débat vis-à-vis à la fois des pouvoirs publics ou des ONG, il y a un débat, est-ce que c'est véritablement de la matière recyclée ? Alors, j'allais dire, le débat est clos, puisque vous l'avez peut-être vu, l'Europe vient de se positionner il y a quelques jours, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait, parce qu'il y avait une incertitude juridique autour de cette notion-là, et donc, du point de vue de l'Europe, aujourd'hui, c'est clair, le recyclage chimique, elle est revenue sur une directive de 2008, sera considéré comme du recyclage pour notamment tout ce qui relève du contact alimentaire. Donc ça, c'est un élément de réponse. J'allais dire, à condition que, encore une fois, le gouvernement ne surtranspose pas, ce qui est un peu son défaut, ou ne remette pas en cause les directives européennes, parce que parfois c'est un peu le cas. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est important parce qu'il n'y en aura pas assez, donc il faut qu'il y ait un d'eux. Alors il ne faut pas qu'il y en ait un qui supplante l'autre, mais il faut qu'il y ait trouvé un équilibre. Parce que véritablement, je veux bien aujourd'hui que chacun prenne conscience que ça va être une guerre pour trouver de la matière recyclée. Voilà, parce que le problème, c'est la collecte, effectivement, initialement, et que de ce point de vue-là, vous avez même des acteurs, et des grands acteurs, qui aujourd'hui sont dans le monde de la cosmétique, etc., qui jusqu'à présent n'admettaient pas, ou même dans l'automobile, n'admettaient pas de mettre des produits recyclés dans leurs produits. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Mais attention, ces grands acteurs ont les moyens financiers pour préempter ces matières. D'ailleurs, quand on voit certains groupes qui partent sur ces sujets-là, des groupes comme Carbios, etc., il s'agit de voir quels sont les actionnaires, et on voit très bien que parfois, derrière, vous avez des groupes comme L'Oréal, des groupes comme Michelin, qui sont derrière. Donc vous voyez bien que derrière, il y a des enjeux forts. Mais le risque, effectivement, c'est d'appauvrir d'un autre côté ces filières REP, parce que si c'est des préemptions privées, ça peut poser des problèmes. Ça peut appauvrir également ceux qui sont en charge de ces collectes, les recycleurs, etc. Donc vous voyez bien qu'il faut rationaliser un peu tout ça, il faut mettre tout ça sur la table, parce que c'est de la responsabilité de tous les acteurs. On parlait des monomatières, on parlait de réduire les résines, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est aussi une responsabilité des pétrochimistes de travailler avec nous. On y reviendra effectivement à la réduction du nombre des résines. Je voudrais qu'on revienne sur le recyclage chimique avec vous, Raphaël Guastavi. Comment est-ce que l'ADEME s'empare de la problématique, ou en tout cas de l'opportunité plutôt, du recyclage chimique? Comment est-ce qu'elle l'accompagne? Alors, de deux façons. D'un point de vue expertise technique, où on a des rapports d'études, par exemple, sur les gisements disponibles, ou en tout cas qu'on pourrait imaginer aller justement sur du recyclage chimique, parce qu'on le voit bien, effectivement, en complémentarité du recyclage mécanique. D'un point de vue bilan environnemental, aujourd'hui, clairement, le recyclage mécanique a un meilleur bilan que le recyclage chimique. Par contre, le recyclage chimique, l'idée, c'est d'aller chercher des résines qu'on ne recycle pas aujourd'hui parce qu'on ne sait pas le faire ou parce que ça coûterait beaucoup trop cher de le faire Polystyrène, par exemple. Polystyrène, mais aussi les films plastiques souillés, légers. C'est finalement tout le flux qu'on peut collecter en mélange avec des plastiques facilement recyclables, par exemple les bouteilles plastiques, d'un point de vue mécanique,
et puis regarder effectivement ce qu'il y a d'autre. Et donc, de ce point de vue, on accompagne aussi l'industrialisation au travers de France 2030. Nous sommes opérateurs pour la partie recyclage des plastiques. Et donc, en début d'année, nous avons lancé un appel à projet, dans le cadre de France 2030, pour accompagner l'industrialisation justement du recyclage chimique pour répondre aux besoins derrière, tout en étant vigilant justement sur à la fois le modèle d'affaires, le modèle économique qui en ressort, le coût à la tonne finalement de ces matières, avoir quelque chose qui soit pérenne, qui permette d'identifier justement le gisement entrant et également de regarder de façon très précise le bilan environnemental de ces futures installations. Et donc là, on est en cours d'instruction d'un ensemble de projets autour du recyclage chimique. Et dans un second temps, France 2030 s'ouvrira aussi à la partie recyclage mécanique. Et donc toujours en complémentarité entre les deux technologies. Donc work in progress, comme diraient nos amis anglo-saxons. Alors avant que l'on avance effectivement dans la séquence 3R, d'ailleurs dans vos questions, dans vos remarques, je vois effectivement poindre la question, pourquoi est-ce qu'on évoque pour l'instant que le recyclage? Alors je le rappelle, l'idée c'est évidemment de voir les 3 R. Certains nous invitent même à parler des 5 R. Vous pouvez peut-être d'ailleurs, Raphaël, nous... Moi, j'ai arrêté de compter les R. Vous avez arrêté de compter parce que, effectivement, en tout cas, on va essayer de réduire. On va essayer de réduire, on va essayer de réutiliser, de réemployer, de recycler. Dans un dernier temps, ce sera déjà si on y arrive, c'est déjà bien. Mais voilà, effectivement, là aussi, je reviens sur l'idée du cycle de vie et de regarder à chaque étape là où on peut faire le mieux d'un point de vue environnemental. Alors effectivement, comme on le dit également, le but est d'abord de réduire l'utilisation du plastique et des matières non recyclables. Ça, on va y revenir effectivement dans le second temps de cette table ronde. Une question néanmoins, et je vous invite à continuer à nous faire parvenir vos remarques et vos questions comme vous êtes en train de le faire. Est-il inenvisageable de n'autoriser la mise sur le marché que des plastiques et matériaux recyclables dont la vocation principale serait la revalorisation matière sur plusieurs cycles et non valorisables? Donc effectivement, le fait qu'on donne plusieurs cycles à la matière en boucle à des conditions technico-économiques acceptables. La question est assez longue. Je ne sais pas qui veut s'en emparer, peut-être. Alors, je n'ai pas exactement compris la question, mais il y a déjà une double contradiction. La double contradiction, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique qui veut que d'ici 2040, c'est la fin des plastiques à usage unique. Et en même temps, la contradiction, c'est que vous avez une obligation d'ici 2025 à intégrer 100% de matière plastique dans les produits. Donc on fait comment? C'est-à-dire vous voulez dire qu'on va dans une impasse? On va dans une impasse puisqu'on va couper la source. Donc de ce point de vue-là, ça ne marche pas. Donc ça pose un problème. Donc alors j'ai pas compris la question, mais non mais continuez votre débat. Voilà, non mais ça y répond parce que donc il faut bien que ce soit cohérent. Parce que sinon, on est en train de couper le sourcing avec cette interdiction. Et puis, autre contradiction, c'est qu'aujourd'hui, on n'admet pas, alors les textes ont peut-être évolué, on n'admet pas que quand on considère un plastique à usage unique, on pourrait imaginer que ce n'est plus un plastique à usage unique si on intègre de la matière recyclée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'était un peu le sens de la question, le fait qu'on puisse faire plusieurs cycles, effectivement, dans la matière. Alors, Étienne David et Raphaël Gouastier, rapidement. Effectivement, tous les arguments qui viennent d'évoquer sont bons. Effectivement, il y a un sujet, c'est qu'à partir du moment où on considère que le plastique à usage unique doit disparaître, pourquoi développer une filière de recyclage? Et on doit avoir en tant qu'industriel une vision sur 10, 15 ans de nos investissements. On parle de gros investissements. Vous parliez tout à l'heure de recyclage chimique, on investit des centaines de millions, voire même des milliards pour certains. Donc il est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut clarifier parce que les objectifs sont quelque part antinomiques, ils ne sont pas complètement alignés. Mais cette notion industrielle et d'investissement doit être intégrée aussi par le législateur. On peut imposer tout, mais il ne faut pas que ce soit son contraire et surtout donner une visibilité aux industriels. C'est primordial. Je vais vous rejoindre parce qu'effectivement, investir des centaines de millions d'euros dans des installations qui ne tourneront plus dans 10 ans, il n'y a aucun industriel qui le fera. Donc c'est aussi notre rôle au niveau de l'ADEME d'instruire justement, et quand je parlais de modèle économique, c'est bien de regarder ce modèle économique. L'interdiction la fin des plastiques à usage unique en 2040, ça ne veut pas dire la fin des plastiques. 100% de plastique recyclé
en 2025, c'est un objectif politique, et d'où les installations et d'où l'industrialisation. Après 2040, on aura encore des objets en plastique. Il faudra aussi que ces objets, une fois devenus déchets, puissent être recyclés. Donc en ça, on peut regarder un temps long, mais effectivement qui ne sera pas forcément sur les mêmes produits que ceux que nous recyclons massivement aujourd'hui, qui sont encore des produits qui ont une durée de vie très courte, et principalement des emballages. Pas que, mais principalement. Alors, comme je le promets depuis déjà pas mal de temps, on va effectivement avancer dans le déroulement des 3 R et parler de la réutilisation, de la réduction avec vous. Donc, Esther Kalonji, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore donné beaucoup la parole, mais on va dire qu'on était entre acteurs du recyclage, de la fabrication, voire de l'aide effectivement aux différents process. Avec vous, on va intégrer la question des utilisateurs, évidemment, question éminemment importante. Alors, pour les représentants de la filière de la restauration collective que vous représentez aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux qui apparaissent par rapport à l'échéancier qu'on a évoqué de réduction des matières plastiques? Bonjour à tous. Merci d'associer effectivement le secteur de la restauration à cette table ronde. Je dirais que le secteur de la restauration, et particulièrement la restauration collective, est vraiment engagé dans une mutation profonde depuis de nombreuses années, à la fois en matière de transition alimentaire, c'est important de le dire, transition alimentaire, c'est tout ce qui va tourner autour des approvisionnements locaux, approvisionnement France, c'est tout ce qui va tourner autour du rééquilibrage des protéines animales, végétales dans l'alimentation, mais aussi toutes les questions de gaspillage alimentaire. Et donc, il est important d'inscrire en tout cas le rôle de la restauration collective au regard de ces aspects-là dans l'aspect plus global de la transition écologique. C'est extrêmement important. On l'a vu tout à l'heure, il faut vraiment raisonner de manière globale au niveau d'un secteur. Ça, c'est le premier point. Pour revenir à la question des plastiques, bien entendu, pour des questions de santé environnementale, pour des questions de santé humaine, bien entendu, la bascule de l'utilisation d'emballages à usage unique en plastique ou pas vers du réemploi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi important de pouvoir assurer une réduction à la source pour des questions de santé publique, encore une fois, comme je vous le disais précédemment. Ce qui est important de dire, et ça a été souligné tout à l'heure, c'est qu'au fil du temps, on a vu s'accumuler un certain nombre de réglementations, j'appelle ça un espèce de millefeuille de réglementation. Un de mes collègues tout à l'heure en a parlé, au fur et à mesure de la loi Egalim, de la loi anti-gaspillage, climat et résilience, et pas que, on a vu s'accumuler un certain nombre de textes réglementaires qui portent sur le plastique, qui vont porter sur le réemploi, qui vont porter sur l'usage unique, qui vont porter sur les bacs utilisés dans les cuisines des restaurants, qui vont venir en fin de compte s'imposer aux acteurs de la restauration collective. On le prend comme une feuille de route que le gouvernement confie aux acteurs de la restauration collective, mais c'est vraiment une gageure pour les entreprises de pouvoir s'investir dans la prise en charge de cette réglementation, ces réglementations. C'est une gageure parce que ça pose énormément de sujets sur la table, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans les cuisines, que ce soit au niveau des salles de consommation, que ce soit aussi dans le cadre de portage à domicile, je vous en parlerai certainement tout à l'heure, qui est une façon particulière de pouvoir rendre disponibles des repas pour des populations vulnérables. En fait, tous ces aspects-là vont être questionnés. L'idée, c'est de répondre aux enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux, des enjeux aussi de santé publique, des enjeux sociaux, on y viendra, de manière globale. Et la gageure, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, ça doit passer par un dialogue, en fait, entre les différents acteurs. Ça doit passer par un dialogue aussi avec les convives, c'est extrêmement important. Les fournisseurs de contenants, on en a parlé tout à l'heure, les fournisseurs de matières, de l'investissement en termes de recherche et développement. Je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, mais c'est extrêmement important d'insister sur le fait que c'est par des voies d'expérimentation d'un certain nombre de substitutions qu'on va trouver des solutions qui vont être pérennes, ça a été évoqué tout à l'heure à côté, et qui vont permettre vraiment de répondre à ces enjeux de santé publique, mais pas que, mais des enjeux aussi environnementaux. Le dialogue passe aussi par les acteurs du recyclage, et je ne vais pas tous les faire. Donc, si je comprends bien, selon vous, les problématiques, donc acceptabilité,
problématique sanitaire, problématique Absolument. environnementale évidemment, Exactement. problématique économique, on n'en a Tout pas à encore fait. parlé, et nutritionnelle. Exactement. Et il y a aussi des problématiques de passage à l'échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va trouver une solution qui va être valable à une petite échelle sur l'aspect de l'expérimentation de pilote que cette solution va pouvoir être diffusée et élargie à l'ensemble des secteurs. Quelques chiffres. La restauration collective en France, c'est 10 millions de repas tous les jours et c'est 4,5 millions de repas dans le giron des sociétés de restauration collective. Donc, il faut avoir en tête le fait que ce n'est pas parce qu'il y a une solution qui va être valable pour 500 repas jour pour une entreprise que ça sera qu'on passera à l'échelle de manière aisée. Je dirais que les qualificatifs, en tout cas des types de denrées qui vont être utilisés, qui vont être contenus, qui vont être dans ces contenants-là, ça va avoir une incidence sur la nature même du contenant qui va pouvoir être proposé. Donc vraiment des enjeux sanitaires forts. Alors, oui, parce que qu'il faut vraiment avoir en tête pour ces substitutions et ce passage au contenant. Pour que ceux qui nous regardent effectivement comprennent bien, parce qu'on n'est pas tous des professionnels de la restauration, enfin fortiori de la restauration collective, concrètement, quel problème ça pose de dire un contenant en plastique, je le remplace par un autre contenant? Ça pose des questions liées à est-ce que la matière, la nature du contenant va être adaptée au type de produit, tout simplement. Parce que des produits chauds, des produits froids, des produits avec des matières huileuses, voilà. Ce sont vraiment des questions compatibilité, d'adaptabilité du exactement, récipient. Voilà. D'expertise. J'ai entendu tout à l'heure le terme d'expertise qui doivent être prises en compte pour que ces solutions-là soient fiables, soient durables dans le temps et soient pérennes. Voilà, le changement ne doit pas être un changement pour le changement, mais que ça puisse bénéficier aux convives in fine qui sont qui fréquentent nos restaurants. Alors, ça, on voit bien effectivement la problématique pour la substitution. Qu'est-ce qu'il en est pour ce qui concerne le réemploi? Le fait de réemployer des contenants qui demeureraient en matière plastique, mais le fait de les réutiliser, quelle problématique est-ce que ça pose concrètement? Je vais prendre l'exemple, par exemple, du portage à domicile, qui est une forme particulière de restauration collective. Ce sont des situations qui sont adressées à des populations vulnérables, notamment des personnes âgées, notamment des personnes souffrant de handicap qui doivent être servies à domicile. La réglementation aujourd'hui impose depuis janvier 2020 de cette année à ce que ces plats soient servis, soient livrés dans des contenants réemployables à partir du moment où on a plus de 4 livraisons par semaine. Ce que ça pose comme problématique, ce sont des problématiques qui vont être liées fortement, excusez-moi. Je vous en prie. Ce sont des problématiques qui vont être liées à des problématiques sanitaires, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il faut que les plats arrivent de manière correctement scellée pour que ça puisse être utilisé dans le temps par les consommateurs. Ça va poser aussi des questions de recul d'utilisation par rapport à un certain nombre de matériaux de substitution. Ça nécessite des investissements lourds au niveau des chaînes de production pour nos entreprises, puisqu'aujourd'hui, les chaînes de production sont formatées pour un certain nombre de cadences, un certain nombre de contenants. Donc, il va falloir adapter ces chaînes de production par rapport à ces aspects-là. Il y a toute la question de la logistique, à la fois entre la livraison des repas et la récupération des contenants en inverse. Ça pose la question du lavage des contenants qui vont être récupérés. Est-ce que ce sont un lavage qui va être fait de manière internalisée, comme la cantine traditionnelle, ou ce sont des situations de lavage qui vont être externalisées, avec la possibilité de pouvoir embarquer, en tout cas tenir compte du volume, comme je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'échelle. Et j'en ai entendu parler tout à l'heure, c'est la question de la sensibilisation du consommateur, mais c'est aussi la question de la sensibilisation et de la pédagogie vis-à-vis des convives qui avaient pris l'habitude de recevoir leurs produits dans certaines conditions et qui vont devoir faire des efforts, par exemple, au moment de la réchauffe des produits, des efforts pour pouvoir garder les contenants à leur domicile, le temps que la logistique se mette en place pour pouvoir récupérer les contenants. Vous le voyez, il y a une grande diversité de sujets, d'enjeux, exactement. Et l'aspect nutritionnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure,
c'est que ce sont des repas livrés qui sont essentiels pour la santé des personnes qui en bénéficient. Et le fait d'avoir des livraisons de quantité moindre va avoir tout de suite une incidence sur les aspects nutritionnels. Donc voilà quelques exemples, en tout cas, pour illustrer le fait que ce n'est pas la panacée, que ça va nécessiter des expérimentations, ça va nécessiter un certain nombre d'adaptations pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qui sont assignés. Thierry Charles, on voit à quel point parfois la praticité du plastique est évidente. Où est-ce qu'on place le curseur finalement ? Non mais regardez, vous pensez bien qu'aujourd'hui, ce dispositif qui existait, il a été validé. Vous avez... Quel dispositif ? De prendre des matières plastiques pour tout ce qui est de contact alimentaire, etc. Je veux dire, la matière plastique est l'une des matières la plus contrôlée en France et en Europe. Donc, de ce point de vue-là, moi, le risque sanitaire, je le vois à l'inverse. On a eu quand même un petit souci avec le biphénol à un moment. Oui, mais c'est interdit. Donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où l'Europe le décrète, je veux dire, les transformateurs s'y tiennent. Se mettent au diapason. Mais encore une fois, de ce point de vue-là, il faut quand même faire attention aux alternatives. Regardez ce qui s'est passé avec le bambou. Alors, ce n'est pas la profession qui le dit, c'est 60 millions de consommateurs. C'est la DGCCRF qui l'a dit également en disant « Oula, mais attention, ces alternatives, on n'a rien vérifié du tout. Et si ça se trouve, le remède est pire que le mal. » D'accord ? Donc, il s'agit, encore une fois, non pas et vous l'avez très bien dit, non pas de dire que le plastique, c'est formidable, mais attention, de bien vérifier que ce qu'on oppose aujourd'hui au plastique soit bien en capacité, à la fois en praticité, mais à la fois... Parlons aussi de gaspillage alimentaire, par exemple, parce que le plastique, je vous rappelle quand même que si on peut manger un certain nombre de produits longtemps après sa production, type yaourt, prenons le yaourt. Si vous n'avez pas un emballage en plastique aujourd'hui, le yaourt, il faudra le manger dans la demi-heure, pratiquement. Pour autant, il y a des marques qui proposent des pots en carton paraffiné. Ils ne se gardent pas moins longtemps. Alors, attention, là aussi, il faut être raisonnable. Quand on parle de substitution en carton, vous savez très bien que la plupart du temps, vous avez un film plastique. Le carton, ce n'est pas possible de mettre... Paraffiné. Non, mais voilà, donc c'est impossible. Donc là aussi, ça, c'est du greenwashing. C'est comme quand la SNCF nous vend qu'il n'y aura plus de bouteilles plastiques dans leur train et qui nous sortent un carton en oubliant de dire qu'il y a un film plastique. Ça, c'est du greenwashing. Raphaël Guastavi, je vous vois sourire. Effectivement, il faut se méfier des bonnes idées. Oui, il faut se méfier des bonnes idées, mais on en revient au sujet de l'éco-conception, parce que justement, l'idée, c'est de regarder avec des outils puissants, scientifiques, qu'une solution A est meilleure qu'une solution B. Et il faut éviter en fait les transferts d'impact. C'est ça qui est important. Que ce soit derrière des transferts d'impact environnementaux ou sanitaires. Donc derrière, effectivement, les bonnes idées comme ça qui apparaissent trop facilement, on peut se rendre compte que on va avoir un transfert d'impact. Alors l'exemple de la SNCF, moi, ce qui me fait le plus sourire, c'est plutôt de dire est-ce que ce qu'ils nous proposent est bien collecté pour être recyclé dans le train. C'est le deuxième sujet. Aussi. On en revient au sujet de la collecte, Exactement. après être revenu au sujet de l'éco-conception. Au final, c'est normal, tout est cohérent et on en revient souvent sur les mêmes sujets. Alors, vous nous avez effectivement, Madame Kalonji, bien pointé les enjeux qui existaient pour votre filière, pour les filières que vous représentez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement, justement, par rapport à ces problématiques ? Est-ce que vous faites de la R&D, de l'expérimentation ? Comment ça se passe ? C'est exactement ce que j'ai commencé à entrevoir tout à l'heure. C'est important, avant d'y revenir, c'est important d'insister sur le fait qu'on n'est pas en train du tout de nier les problèmes de santé publique actuels. Par exemple, la question du bac dans les cuisines qui vont servir à réchauffer, à la cuisson ou au service des repas ont été interdits. Il y a une réglementation à Egalim qui les interdit et ça aura effet à partir de 2025. La question n'est pas du tout de... Voilà. Donc on est vraiment engagé, on progresse sur les recherches, en tout cas de trouver des substitutions pour faire face à cela. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour remplacer ? Est-ce qu'on utilise des bacs gastro, comme on les utilisait avant ? En sachant qu'un point important... Qu'est-ce que vous appelez un bac gastro ? Parce que là, je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Ce sont les bacs en inox qu'on utilise dans les restaurants et qu'on peut voir classiquement dans les cuisines des restaurants. Une question, je pense qu'on ne s'est pas forcément posée, c'est le poids de ces contenants qui vont être utilisés. Et toute l'incidence que ça va pouvoir avoir sur la santé du travailleur.
porter. Voilà. Il y a des bacs aujourd'hui, des substituts qui existent, dont le poids peut être multiplié par 2, voire par 3. Donc il y a tout un tas d'enjeux, en tout cas sociétaux, sous-jacents à ces substitutions, qu'il faut aussi avoir en tête tout en ayant pris en charge l'enjeu sanitaire. Donc ça, c'était un point extrêmement important sur lequel il fallait qu'on revienne. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant par exemple le cas du portage à domicile, ce sont des expérimentations qu'il faut faire, de la recherche R&D, des démarches ACV, parce qu'il ne s'agit effectivement pas de remplacer un système par un autre qui, au final, a une empreinte environnementale beaucoup plus importante que ce qu'on essayait d'extraire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les actions qu'on mène aujourd'hui? Je les ai évoquées tout à l'heure sur toutes les questions de matière, type de matière, les questions de livraison, les questions sanitaires. En fait, ce sont tous ces éléments-là sur lesquels nos expérimentations aujourd'hui, nos tests pilotes doivent permettre de répondre de manière à pouvoir trouver la solution la plus adaptée. Et donc, cette solution la plus adaptée, elle est peut-être juste une solution qui va peut-être être locale. On va utiliser des résidus, par exemple, de canne à sucre, parce que ce sont des expérimentations qui ont été faites sur l'île de la Réunion, effectivement pour utiliser une matière locale, mais la disponibilité est extrêmement faible. Ça peut être utilisé en local pour développer les territoires, mais ça n'en fait pas un outil ou une solution qui va pouvoir être diffusée sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment une démarche au cas par cas, et ça prend du temps, et ça coûte cher. Et donc les enjeux de restauration qui sont déjà dans une situation complexe, c'est pas facile. Voilà, les enjeux sont là, et les enjeux aujourd'hui sont beaucoup dans le questionnement par rapport aux différents points que j'ai évoqués tout à l'heure, et comment on fait pour que ces questionnements trouvent une solution, trouvent une réponse fiable pour la grande majorité, et pour pouvoir encore une fois nourrir un très grand nombre de Français au quotidien. 10 millions de repas au quotidien, c'est pas rien. Raphaël Guastavie, comment est-ce que l'ADEME participe à éclairer justement la lanterne quelque part de ces acteurs en ce qui concerne la réutilisation, la substitution de ces contenants? Donc effectivement, vous l'avez compris, l'ADEME accompagne un peu toute la chaîne de valeur, à la fois l'aval mais aussi l'amont. L'amont avec la question de la substitution et du réemploi, avec notamment pendant cette période un peu complexe, le plan de relance qui a permis aussi de développer des solutions innovantes et en tout cas qui permettent de substituer par d'autres matières ou par le réemploi. Des exemples très concrets, une entreprise qui s'appelle Touquet Savour, alors là c'est plutôt au niveau entreprise, donc un peu plus amont, qui produit des pommes de terre, qui jusqu'à présent le faisait avec des emballages plastiques, est passé à l'emballage carton-papier lui-même déjà intégrant des fibres recyclées en majorité. Et donc là, les premiers chiffres qu'on a, c'est 37 tonnes d'évités par an de plastique, mais aussi une moindre consommation d'énergie. On voit qu'aujourd'hui, combien c'est important, et la création d'emplois. Autre exemple, Angéloire Restauration. Alors c'est exactement ça qui a pris vraiment le sujet à bras-le-corps et qui l'a fait pas seulement sous l'angle du récipient, mais sous un angle plus général autour du gaspillage alimentaire, autour de finalement voir autrement la conception des plats et des repas, donc ce qui impose des changements de production, de logistique, la question du lavage. Donc ils sont passés de barquettes plastiques à usage unique à des bacs inox, permettant d'économiser 27 tonnes par an de plastique. Et ce qui est important, et vous l'avez dit, c'est aussi l'accompagnement interne au changement. Parce que finalement, tout ça, c'est un changement, montrer qu'on peut faire différemment, mais ne pas oublier toutes ces étapes pour éviter là aussi la solution un peu trop facile qui peut passer à côté de certains problèmes. Alors, je propose qu'on s'empare d'une question à ce moment de nos discussions. N'oubliez pas, je vous le rappelle, que vous pouvez toujours intervenir, nous adresser vos remarques, vos commentaires, vos questions, donc par l'interface qui est à votre disposition. Les solutions évoquées tournent autour du réemploi et du recyclage, mais qu'en est-il de la réduction de l'utilisation du plastique? Effectivement, on en parle. Encourager et développer le presque zéro déchet, le recyclage ne devrait-il pas arriver qu'en dernier recours? Alors le presque zéro déchet, est-ce que ça vous
paraît, au-delà du fait que j'imagine que pour les plasturgistes que vous représentez, ce n'est pas forcément l'idéal. On en revient à ce que je disais. S'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de sourcing, donc on en revient à la matière vierge. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein. Donc attention, il faut faire très attention parce qu'on reviendra sur le vierge. Ou alors on n'a plus d'industrie. Et à ce moment-là, on achètera en Chine ou ailleurs. Entre les deux, il y a peut-être un milieu à trouver. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de se dire. Moi, j'ai bien aimé cette intervention par rapport à ce qui se passe à La Réunion. C'est ce principe de subsidiarité, de trouver peut-être des petits moyens d'action propres à un territoire, propres à une région, propres à une filière, qui effectivement, si on doit l'industrialiser, c'est peut-être compliqué. Pour autant, il ne faut pas inhiber ces innovations qui, un jour, peuvent déboucher sur des choses beaucoup plus importantes. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble intéressant. Il y a un autre élément qui me semble intéressant dans ce que vous avez dit, c'est la précipitation, c'est l'affichage. Aujourd'hui, vous avez des maires, vous avez des élus, vous avez même des ministres qui s'affichent dans les cantines en disant... Vous n'allez pas vous faire des amis aujourd'hui. Non, je sais, en disant « j'anticipe ». Et bravo d'anticiper la loi Egalim. Je vous rappelle que la loi Egalim, il y a eu Egalim 1, il y a eu Egalim 2. Vous avez, je vous l'ai dit, depuis des lois, et vous avez des élus qui disent « bravo, vous avez anticipé les obligations de la loi ». Non. Le temps industriel n'est pas le temps politique. Donc, à un moment donné, il faut donner du temps pour mettre en place tout ça. Et surtout pas surenchérir, comme le font certains donneurs d'ordre. Je vais prendre un autre exemple qui rejoint ce que vous avez dit autour du vrac. Alors là, justement, avec le vrac, on en revient au zéro déchet, qui n'est quand même pas une illusion. Ça existe, ça fonctionne. Regardez les derniers chiffres. Moi, pour en parler avec certains, pas plus tard que la semaine dernière, avec des acteurs de Biomérieux, vous pensez bien que le vrac, pour des acteurs comme Sanofi, comme Biomérieux, ça interroge. Ça interroge notamment sur le risque pour la santé. Et puis, il y a un autre on va dire, handicap dans ce processus. Quand on livre la grande distribution en vrac, à votre avis, l'emballage pour livrer, il est en quoi ? Il est en plastique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on emballe jusqu'à donc les stocks, et puis dès qu'on met au contact des consommateurs, là on met tout ça en vrac. Oui, mais vous savez comme moi que plus les conditionnements sont petits, plus il y a de matière dans l'emballage. Je ne remets pas en cause le fait qu'à un moment donné, la grande distribution a souhaité effectivement, qu'on parte sur une surenchère de suremballage. Ce n'est pas le transformateur, ce n'est pas les transformateurs qui ont décrété ça. Donc c'est un peu facile aujourd'hui pour la grande distribution de dire on ne veut plus de plastique. À un moment donné, c'est eux qui ont décrété qu'il fallait suremballer, etc. Parce que c'était plus confort. Ce que vous évoquez, c'est qu'on vous pointe souvent du doigt, alors que finalement, vous êtes aussi un peu victime dans l'histoire. On est bien d'accord. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut sortir de cette un peu escroquerie intellectuelle qui consiste à dire, regardez, je fais du vrac. Encore une fois, ça pose des problèmes aujourd'hui en termes de sanitaire, très simplement, notamment avec les crises Covid qu'on vient de connaître. Et puis, encore une fois, pour amener ces produits frais, eh bien, ils sont emballés dans des matières plastiques. Donc, il faut le dire, et il faut arrêter de faire croire aux consommateurs que le vrac, voilà, on peut laisser des produits ad vitam aeternam. Tout ça, il faut, comme vous l'avez dit, il faut laver, il faut il faut regarder aussi ce qui se passe aujourd'hui. Je prends, je remets. Vous imaginez alors que la crise Covid en plus effectivement alors qu'encore une fois, il ne ouais. s'agit pas pour moi de dire que la profession est 100% vertueuse, etc. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et bien mettre ça sereinement comme on le fait aujourd'hui avec des acteurs comme l'ADEME, avec des acteurs comme Paprec, avec des acteurs comme dans la restauration. Et raisonnons plutôt que... Voilà, on a bien entendu votre appel à la raison, effectivement, Thierry Charles. Néanmoins, Raphaël Guastavi, le zéro déchet, ça peut fonctionner de temps en temps. Alors forcément pas dans la gestion collective, difficilement, mais par ailleurs... C'est aussi une question autour de la définition de ce qu'est le zéro déchet. Parfois, on y intègre justement le fait qu'on recycle ce qui est recyclable. Donc, moi, je pense que ce qui est important dans la
thématique et en tout cas dans la dynamique qu'il peut y avoir autour du zéro déchet, c'est surtout se poser des questions en termes de consommation. On n'est pas obligé d'aller dans la grande distribution enfin pas toujours pour acheter à manger. On peut regarder des circuits courts de proximité où là effectivement il y aura moins d'emballage. On peut aller regarder sur le questionnement autour des besoins. Est-ce qu'on a besoin d'acheter autant de textiles qu'aujourd'hui? C'est plutôt une question qui va viser, à mon avis, la sobriété finalement. La sobriété, c'est plus un gros mot. C'est aujourd'hui au devant de la scène, et c'est pas que la sobriété énergétique qu'il faut regarder. C'est aussi par rapport à ces questions de matière, de ressources, et ça passe par notre façon de consommer. Consommer autrement peut amener justement à diminuer notre consommation de matière et par effet direct notre production de déchets. Alors Étienne David, je voudrais qu'on revienne avec vous sur la question sanitaire qu'on évoquait tout à l'heure. Pendant longtemps, il a été difficile, voire interdit, par exemple, de faire des bouteilles comme contenant alimentaire à partir de déchets recyclés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a dépassé cette problématique? Et finalement, cet exemple symptomatique des bouteilles, est-ce que c'est l'exemple qui permet de se dire maintenant on peut aller plus loin? Alors, dans l'état actuel des technologies, aujourd'hui, seul le PET est apte au retour au contact alimentaire. Ceci dit, il y a un certain nombre de développements et d'innovations qui sont en cours, qui nous permettent notamment la dernière réglementation européenne qui vient de tomber sur le contact alimentaire, qui ouvre le champ des possibles, avec évidemment des temps d'implémentation qui peuvent être assez longs. Vous parliez du temps industriel tout à l'heure, mais les choses s'ouvrent, les possibilités s'ouvrent. La première chose, c'est d'avoir un flux séparé. En tout cas, aujourd'hui, c'est des solutions de collecte, elles existent. Je pense à la restauration. On peut effectivement envisager plein de choses, avoir une collecte spécifique et envisager un retour à l'alimentaire, mais à ce stade, les solutions technologiques ne sont pas encore complètement éprouvées, sont en cours de développement, à part sur le PET. Alors, le PET, c'est devenu quelque chose de commun. C'est commun, effectivement. Oui. Alors, est-ce que le recyclage chimique dont on parlait tout à l'heure est une opportunité, effectivement, pour dépasser ces problématiques sanitaires? Le fait de revenir au monomère, alors c'est vrai que... acteur du recyclage, vous intervenez avant, mais est-ce qu'à votre avis, vous voyez une potentialité de ce point de vue-là? Alors, déjà, le recyclage chimique, à partir du moment où il ne consiste pas à transférer des choses qui se recyclent bien en mécanique vers le chimique, évidemment, il est bienvenu. Toutes les solutions qui contribueront à réduire l'enfouissement ou à réduire l'empreinte carbone du plastique, toutes les solutions sont bonnes. Donc ça, déjà, premièrement, c'est très positif. En ce qui concerne le retour à l'alimentaire, bien sûr que le chimique peut être une option, mais encore une fois, si on trouve des solutions via le recyclage mécanique, comme on l'a fait sur le PET, ça sera inévitablement mieux disant en termes d'empreinte carbone et donc meilleur à la fin. Donc il ne faut pas les opposer. Je dirais que c'est des questions de séquence et d'empreinte carbone à la fin. Thierry Charles, au sujet, effectivement, cette possibilité de réincorporer non, on est complètement d'autres résines. Voilà, on parle d'un sujet aujourd'hui où le recyclage chimique doit faire ses preuves, et puis surtout, en termes de pourcentage, c'est peanuts. Pour l'instant, oui. C'est pas encore... voilà. Mais il ne faut pas exclure cette option, parce qu'elle a des possibilités. Donc maintenant, c'est admis au niveau européen, donc ça, c'est une bonne chose. Et je reviens à ce que je vous ai dit, autour de cette ambiguïté qui fait qu'on appauvrit une filière au détriment d'une autre, c'est un risque qui potentiellement nous amènerait à revenir sur le vierge. Alors là, ce qui serait complètement une erreur. Donc il faut véritablement sécuriser ce processus de recyclage. Et puis vous l'avez dit, sans oublier la réduction et le réemploi, on est bien d'accord, mais la réduction, c'est presque inhérent à la matière. Parce que justement, le plastique, depuis des années, on réduit la part de plastique, c'est-à-dire on en met de moins en moins, avec les mêmes vertus. Alors je ne veux pas revenir sur les chiffres, depuis 20 ans, vous imaginez qu'en termes d'emballage, on a réduit très fortement le plastique pour emballer. Donc de ce point de vue-là, c'est inhérent à la matière de réduire, etc. Et puis une autre obligation par rapport au réemploi, je crois que ça, c'est, et vous l'avez dit, je crois que c'est un enjeu sociétal. Pourquoi ça marche dans certains pays, notamment dans les pays comme la Norvège, etc. Parce qu'on est sur la fonctionnalité, on est sur l'usage, on n'est plus sur la propriété. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'à partir du moment où le producteur reste propriétaire de son produit, il aura tout intérêt à le récupérer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un sentiment de propriété. C'est mon bien, j'en fais ce que je veux, et je ne le mets pas dans la bonne poubelle. Si à un moment donné, j'ai un intérêt
à ce que ça soit quelqu'un qui, lui, considère que c'est une richesse pour lui et qu'en plus, il sait à peu près quelle matière il a mis, là, il y a peut-être un intérêt. Et ça renvoie au débat sur la consigne. Vous savez que la consigne, le débat autour de la consigne va se réouvrir en 2023. Et bien là, il faudra aussi mettre toutes les parties prenantes, parce que la consigne, ça a été quand même houleux la dernière fois au Parlement, parce qu'évidemment, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Mais de ce point de vue-là, ça peut aussi peut-être aider la collecte. Alors on va revenir effectivement sur les échéances de la consigne. J'avais bien ça dans mes plans. Esther Canongi, quand je vous écoute tous autour de la table, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la solution magique? Alors, sachant qu'il n'y a pas de solution magique, donc je suis le propre détracteur de ma solution. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer des contenants unimatériaux, donc quelque part qui puissent être utilisés, donc dans les conditions sanitaires que vous évoquiez, récupérés, collectés, lavés, réintégrés? Est-ce que tout ça, c'est possible, à votre avis, ou est-ce que ça reste illusoire? Je pense que vous avez eu la réponse autour de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui soit univoque. Ce sont les utilisations, ce sont les situations de consommation qui vont déterminer en fin de compte les possibilités qui existent. Donc il serait difficile de résumer. Je crois d'ailleurs que la loi anti-gaspillage avait imaginé la possibilité de standardiser des contenants. C'est compliqué. C'est quelque chose inopportun dans la réalité. Complètement, parce qu'on voit bien que ne serait-ce que dans le secteur de la restauration, d'une restauration à l'autre, les produits ne sont pas les mêmes, les modes de consommation ne sont pas les mêmes, les modalités de consommation ne sont pas les mêmes, on ne les consomme pas au même endroit. Donc l'uniformisation, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est un peu contre nature, et qui ne répond pas à la diversité des demandes aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur demande à ce qu'on à ce qu'on diversifie et qu'on spécifie ces modes de consommation. Aujourd'hui, on va avoir la consommation, quand je prends l'exemple de la restauration collective, la consommation sur place, qui se prête déjà à l'utilisation de contenants employables. On va avoir la consommation avec les paniers repas pour aller les consommer soit à l'extérieur, soit dans son bureau. Rappelons-nous de la situation qu'on a pu vivre pendant la crise Covid. C'est pas complètement derrière nous, donc il faut continuer à avoir en tête les questions de télétravail. Chaque fois aujourd'hui qu'on est en situation d'incertitude, on évoque le recours au télétravail pour répondre aux questions de sobriété énergétique, par exemple. Tout un tas de... Donc, vous le voyez bien, les situations sont tellement diverses qu'une solution unique... En tout cas, les expérimentations actuelles et les tests actuels ne permettent pas d'envisager une démarche. Et c'est d'où la complexité, en fin de compte, de notre travail, et d'où l'importance d'être appuyé, de pouvoir être soutenu par l'État dans cette transformation et dans cette mutation, parce qu'elle est vraiment profonde. Elle est profonde pour l'État, elle est profonde pour nos concitoyens, elle est profonde pour les entreprises. Donc il faut vraiment l'accompagner de la manière la plus pertinente possible. Il y a des petites entreprises, des PME qui sont sur le territoire, qui ont vraiment besoin d'avoir de la lisibilité, de la visibilité sur ces démarches, puisqu'elles sont nombreuses. Alors, ma question a disparu, ma remarque plutôt a disparu. Voilà, c'est ce que je craignais tout à l'heure, effectivement, avec le système. C'était une remarque que vous nous avez adressée concernant l'acceptabilité des contenants réutilisables, et que je voulais justement adresser à Raphaël Guastavi, de voir effectivement, est-ce que vous êtes penché sur cette question qu'évoquait Mme Canongi tout à l'heure? De l'acceptabilité. Voilà, c'est effectivement le fait que plutôt que nous livrer un repas parce qu'on est une personne âgée, parce que on est à la cantine, que sais-je, qui avant était en plastique, on nous substitue par rapport à autre chose, où c'est un système de consigne, effectivement, où ça repart, c'est lavé, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout qu'effectivement, il n'y a pas une solution unique, et qu'à chaque besoin, on peut répondre différemment. Le tout, c'est de répondre aux besoins. Si le besoin, c'est de manger quelque chose de bon et équilibré, je pense qu'on ne va pas forcément être regardant sur l'emballage qu'il contient, quelque part. Il y a des expériences, et je pense que c'est toute la richesse autour de cette loi économie circulaire, c'est de faire naître une multitude d'expériences, des start-up notamment, qui se sont développées, souvent à des échelles très locales, pour justement venir répondre à ce besoin de pouvoir livrer des repas frais, fraîchement préparés, et qui finalement remplissent le besoin d'avoir quelque chose de gustatif et qualitatif.
Donc, à partir du moment où on répond au besoin initial, qui est rarement de consommer un emballage, il n'y a pas trop de problème justement d'acceptabilité. Eh bien, tant mieux. Alors, je prends cette fois une remarque qui n'a pas eu le temps de s'effacer. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Madame Kalonji, le refus de standardisation est une stratégie de marque. L'idée n'est pas d'avoir un seul contenant, mais des contenants types. Effectivement, là encore, on se rend compte que on n'est pas tout noir ou tout blanc, on n'est pas manichéen. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut bien positionner le curseur. Donc, évidemment, on parle aujourd'hui d'un seul contenant, mais on peut envisager plusieurs contenants types. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la consigne qui a été évoquée tout à l'heure avec vous, Raphaël Guastavi. Est-ce que vous pouvez nous redonner effectivement l'échéancier ? Oui. Parce qu'on en a effectivement beaucoup entendu parler à un moment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Tout à fait. Alors, quelles sont les prochaines échéances ? Dans les débats autour de la loi économie circulaire de février 2020, ce sujet de consigne est bien ressorti. Alors, il faut avoir en tête qu'on a à peu près tous connu au moins de nom la consigne pour le réemploi, qui est encore largement répandue, notamment dans la partie restauration, café, hôtel, restauration, pour les bouteilles verres, par exemple. Et là, le sujet, c'est la consigne pour recyclage. Alors, on a des études à mener. Certaines sont lancées, notamment de savoir comment ça se passe au niveau de nos collègues européens. Faire du benchmark, c'est toujours utile. Sur de la prospective, pour avoir un objectif d'amélioration des collectes séparées, parce que s'agissait de ça, consigne pour recyclage, et donc derrière, vous l'avez dit, améliorer les conditions de collecte. C'est aussi des études sur la consigne pour le réemploi. Et les objectifs, maintenant, ça va être de regarder en 2023 si nous atteignons, si nous sommes en passe d'atteindre, en tout cas, la trajectoire vers 77%, alors c'est très précis, de collecte des bouteilles plastiques en 2025 et 90% en 2029. Donc l'année prochaine, nous faisons un peu le bilan. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ces collectes de bouteilles en plastique? Sommes-nous sur la bonne trajectoire? En fonction des résultats de cette évaluation, nous serons capables de proposer au gouvernement un rapport allant sur d'autres solutions si nous ne sommes pas sur cette trajectoire. Autre solution qui peut être donc la consigne pour le recyclage. Très bien, merci à vous pour ce rappel effectivement des prochaines échéances. Je voulais revenir avec vous, David Etienne, on parlait tout à l'heure du renchérissement des matières vierges. Aujourd'hui, effectivement, il y a un gisement, notamment le PET, on a vu qu'il était facilement réutilisable. Est-ce que ce système de la consigne, il ne va pas poser les problématiques justement d'accès au gisement ? Concrètement, aujourd'hui, le plus gros gisement, c'est les contenants creux, les bouteilles plastiques, qui sont dans le bac jaune, tout dépend des couleurs, Voilà, effectivement, dans l'émission, on aimerait tous en tout cas qu'elles y soient. Exactement. Est-ce que finalement, la consigne, ce n'est pas une organisation de la bataille pour avoir accès à ce gisement ? Vous êtes au cœur du sujet. La première intervention de Paulivia parlait je l'ai noté d'ailleurs ici, parlait de préemption. C'est tout l'enjeu. Ça va dépendre du modèle, évidemment, qui sera mis en œuvre. Si on est vraiment sur un outil qui a pour objectif d'augmenter le taux de collecte, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que c'est quelque chose qu'il faut peut-être tester. Par contre, si la logique est d'avoir une préemption sur la matière, que ce soit par la distribution, que ce soit peut-être par les transformateurs, que ce soit par les grandes marques, effectivement, on n'est plus du tout sur la même logique. Et surtout, on va poser le sujet de fond, c'est quelle visibilité pour les acteurs, de chaque acteur de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, si on est sur des logiques, il y a des pays européens qui le font, que je ne vais pas nommer, des logiques de tender à 3 mois. Tous les 3 mois, tu ne sais pas si ton usine va tourner ou pas pour le recyclage. Comment tu peux investir sur l'innovation pour amener les polyoléfines au contact alimentaire? Comment tu vas investir sur un outil industriel performant si tu n'as pas une vision longue? Donc aujourd'hui, le vrai enjeu de la mise en place de la consigne, c'est la visibilité qu'elle va offrir à l'ensemble de la chaîne de valeur et à ses acteurs. Et c'est vraiment, je pense, le principal enjeu. Et c'est là qu'étaient les principaux points d'achoppement, d'ailleurs, du passé. Puisqu'effectivement, si tel ou tel acteur, l'Allemagne en est un exemple, prend à sa disposition les flux, ça devient un monopole. Et je pense que c'est bon pour personne. Et même si ce n'est pas un monopole, s'il y a plusieurs acteurs, il faut que ce soit quand même avec une bonne visibilité pour l'ensemble des industriels. Thierry Charles, vous validez ? La consigne, c'est effectivement... j'ai parlé de préemption. préemption Donc je sais très bien qu'effectivement, en Allemagne, ça a pu enrichir la grande distribution.
Ça peut effectivement appauvrir les autres acteurs. Il y aura aussi les élus qui sont à l'origine du vote, qui vont commencer à dire attendez, nous, collectivités locales, hors de question. Donc il y a vraiment un petit sujet. Pour autant, je crois que ça fait partie si on veut que la collecte se passe mieux, je pense il ne faut pas l'exclure. Mais par contre, il faut l'encadrer. Il faut véritablement... De ce point de vue-là, la profession, on s'est interrogé. Et dans le cadre du livre blanc, c'est un engagement qu'on a pris de promouvoir donc l'extension de la consigne de tri, mais également le dispositif de la consigne. Mais encore une fois, en posant bien le débat et effectivement que chacun y trouve sa place, parce qu'il ne s'agit absolument pas de donner carte blanche à un acteur et a fortiori la grande distribution qui, encore une fois, je le répète, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, mais à un moment donné, le suremballage, ce n'est pas nos PME qui l'ont décrété. Maire, ministre, grande distribution, non, mais, SNCF... Encore une fois, je veux mettre les choses sur la table. Monsieur Chat, vous ne faites pas vos amis. Non, je crois qu'on est tous, encore une fois, on appelle à la raison. D'accord. Voilà, le verdissement de façade, ça n'a plus vraiment de sens dans le monde dans lequel on est, dans la crise qu'on est en train de connaître et qu'on va connaître. On reviendra peut-être sur la crise qu'on va connaître sur le tour de l'énergie. J'allais y venir. Donc, je veux dire, voilà, on dit les choses simplement, très calmement, mais il faut dire les choses. Voilà. Si je peux me permettre, juste une dernière remarque à propos de la consigne. Il ne faut pas non plus que ça offset tous les autres axes qui peuvent être travaillés. Aujourd'hui, on a des grandes villes qui sont à un niveau de collecte qui est entre 30 et 40%. À cause de l'habitat vertical, du manque de place. Les infrastructures ne sont pas suffisantes pour augmenter la collecte d'emballage. Ne nous focusons pas là-dessus uniquement. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et il y a des acteurs qui sont là pour ça, qui doivent effectivement y travailler. La consigne ne doit pas cacher tout le reste. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et parmi les acteurs, il y a les consommateurs qui, à un moment donné, doivent... Consommateurs. Effectivement, vous l'évoquiez très justement, la question de la crise énergétique, on est en plein dedans. C'est la question que je voulais vous adresser à tous. Alors pour clôturer cette table ronde, puisqu'on arrive proche du temps qui nous a été imparti, effectivement, un tour de table. Est-ce que le renchérissement du coût de l'énergie ne va pas quelque part balayer toutes nos aspirations, que ce soit le fait qu'on veuille davantage recycler, parce qu'au final, ce serait peut-être mieux de mettre les déchets plastiques dans des incinérateurs, pour dire le mot grossièrement, on va appeler ça des unités CSR, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, faire de la valorisation énergétique, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça a un intérêt économique. Est-ce que ça ne va pas hypothéquer le potentiel de développement du recyclage chimique? Est-ce que ça ne va pas poser des problématiques aux entreprises telles que celle de la restauration? Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. On commence par vous, Raphaël Guastavi. Effectivement, on est face à des problématiques énergétiques qu'on n'avait jamais connues, en tout cas pas récemment. Je ne pense pas que ça hypothèque pour autant le sujet du recyclage. Par contre, ça met bien en avant, et je l'ai dit tout à l'heure, le besoin de sobriété avant tout. Et au contraire, le recyclage... Alors, si je regarde plus largement la problématique aussi climatique, est un atout, au contraire, pour limiter notre problématique qui est climatique avant tout. Et de toute façon, le plus de recyclage va aussi engendrer plus de refus de tri, puisqu'on se fera rarement absolument tout recycler. Je précise que vous avez 30 secondes chacun. Et nous irons aussi sur de la préparation de CSR et de la valorisation énergétique de toute façon. Esther Calongi. Alors 30 secondes, ça va être difficile. Je dirais qu'il y a un certain nombre de conditions à la réussite de tout ce qu'on a dit ce matin. Il est important de travailler collectivement et en filière, on l'a dit, et je pense que c'est un point extrêmement important de voir les choses de l'amont à l'aval pour que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est l'enjeu économique. Vous en avez parlé tout à l'heure dans le cadre de la crise énergétique. Je dirais qu'aujourd'hui, nos entreprises sont touchées à la fois par la crise énergétique, mais aussi toute l'inflation de manière très globale, l'achat de denrées alimentaires et autres. Et les entreprises de la restauration collective sont particulièrement impactées, parce que comme je vous l'ai dit, on a des clients sur lesquels on doit répercuter les prix. Et donc, si notre activité n'est pas revalorisée, ça sera extrêmement difficile de pouvoir répondre à ces enjeux de la transition écologique. Étienne David. Merci. Alors, très rapidement, si vous réponse très technique sur la notion de recycler versus énergie. Aujourd'hui, déjà, ça ne se décrète pas. Une unité de valorisation énergétique, elle ne peut pas décider de mettre plus ou moins de plastique. Il y a des règlements, il y a des niveaux de performance et des niveaux de mix à respecter. Deuxième chose, aujourd'hui, sur 120, 130 unités de valorisation énergétique, de capacité en France, c'est moins qu'un réacteur
c'est moins qu'un réacteur d'une centrale nucléaire. Donc, je ne suis pas sûr que ça résolve le problème de disponibilité de matières premières. Et en plus, c'est un non-sens d'empreinte carbone. Richard. Alors moi, je vais être très pratique. Aujourd'hui, il y a le feu dans les entreprises, mais vraiment. C'est x10. Quand je traite aujourd'hui avec les grands acteurs de l'énergie, c'est x10 parfois. Donc, pas besoin de vous dire que x10, ça ne passe pas. Donc, derrière, c'est chômage partiel. Derrière, on est en train d'imaginer des choses comme du travail sur 4 jours. Lisser la production plutôt le week-end que de la semaine. Vous voyez, on est sur là, le court terme. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a même pas de problème de recyclage, etc. C'est la survie de l'entreprise. On en est là. Chômage partiel, etc. À plus ou moins long terme, on espère que le plan d'aide du gouvernement va permettre effectivement, notamment le débat autour de la rente en 2023, va permettre de stabiliser tout ça. Et à ce moment-là, on pourra reparler de l'impact sur le recyclage. On est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Merci à vous.